Quelle semaine chez Shopify, mon cher Julien. Oui. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Écoute, ça va super. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Shop des Titans, dédié, et vous vous en doutez sûrement, à cette nouvelle Spring Edition de chez Shopify. On revient tout juste de Paris avec le POS Partner Day où on a échangé avec beaucoup de nos confrères agences et les équipes de Shopify sur toutes les nouveautés qui arrivaient sur la partie retail. On a parlé de plein d'évolutions et comme un cheveu sur la soupe, arrive la Editions avec toutes ces nouveautés. Oui, grande nouveauté. Grande nouveauté, donc on a pris le temps avec l'équipe. Un grand merci à Kenny qui a passé une bonne partie de ces dernières soirées pour nous aider à décortiquer un petit peu tout ce qui a pu se passer. Comment est-ce que tu résumerais toi cette Editions, Julien ? C'est l'Edition agentique, c'est pas nouveau. Ça sort pas de derrière le rideau comme ça d'un coup. C'est agentique, mais c'est pas la question n'est pas est-ce que l'agentique arrive, mais est-ce que votre boutique est prête pour l'agentique. Ça va être le principal sujet. De plus en plus d'outils sont disponibles. Et là, on va mettre l'accent sur toutes les optimisations que Shopify va nous permettre pour embrasser ce nouveau shopping. Tout à fait. Beaucoup d'agentique, beaucoup d'IA aussi, parce que en fait, l'agentique, c'est le commerce Tout sur est les lié. moteurs IA, Ouais. mais énormément d'IA aussi sur le back-office, Ouais. sur le front-office de Shopify. Beaucoup d'évolutions sur la partie POS qui ont été assez progressifs tout au long de cette Editions. Et du coup, on peut faire le tour justement et débuter peut-être par l'agentique. Je vais en parler un petit peu si ça te convient. Donc, si vous êtes marchand Shopify, vous avez sûrement dû voir depuis quelques temps, il y a carrément un nouveau canal de vente agentique. Ouais. Donc, vous avez la boutique en ligne, vous avez les historiques Facebook, Google, la partie POS pour ceux qui sont marchands. Et depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction des déploiements des boutiques, vous avez déjà vu la partie agentique. Shopify frappe très fort puisque du coup ils sont capables d'identifier la provenance justement des clients qui achètent sur votre boutique depuis, alors historiquement ce n'était que ChatGPT et Copilot et donc déjà premier point très important c'est que ça s'ouvre à d'autres moteurs. J'avais vu Gemini, je sais plus si tu en avais vu d'autres toi. Ouais, ils sont pas hyper précis sur la liste. Ils nomment les plus gros et voilà, il y a 3 petits points genre Ouais. les modèles les plus populaires en tout cas sont compatibles. Ok. Et du coup, voilà. Donc sur ce nouveau canal de vente, vous activez en fait directement la disponibilité de vos produits pour que du coup ils soient visibles et du coup accessibles pour les gens qui se promènent dessus. Et ce qui est assez fort, justement, ce que je disais juste avant, c'est que Shopify vous propose directement un récapitulatif des ventes provenant dessus. Donc vous avez directement un récap pour dire, regardez, vous avez X euros, X milliers d'euros, X dizaines de milliers d'euros, si ce n'est plus, qui justement provient de ce canal agentique. Ouais. Un board Exactement, un dashboard analytique dédié quoi. Et là où c'est très fort côté Shopify, mais on s'en doutait un petit peu, c'est sur la capacité à mettre tout ça en place sans qu'il y ait vraiment besoin de venir complexifier l'architecture. Et tout ça, c'est un nouveau nom qui s'est lancé, qu'on appelle du coup l'UCP, l'Universal Commerce Protocol. On en avait parlé il y a quelques temps. Qui du coup a été monté entre Shopify et Google. Tu voulais dire quelque chose ? Ouais, c'est un protocole, c'est pas lié à Shopify, hein, c'est un protocole général qui rend la connexion. En fait, les agents, pour visiter les sites et pour faire des achats sur les sites, ils ont besoin d'être branchés au store. Et du coup, ce protocole-là, il unifie la connexion, il standardise plutôt le protocole sur toutes les boutiques pour pas que la boutique de chez un tel, on doit se connecter d'une telle façon et l'autre, etc. Donc on lisse les protocoles pour que tout soit compatible. Voilà. Et ça génère plein de choses qui sont super intéressantes justement sur le moyen long terme justement pour vous marchands sur Shopify, avec notamment une solution qu'on a
pas forcément énormément creusé nous par le passé, qui est Shopify Collective. Shopify Collective qui est, pour rappel, la possibilité de pouvoir vendre vos produits sur d'autres boutiques. Et bien vu que ce modèle est unifié justement avec l'UCP, et bien ça vous permet tout bonnement de venir beaucoup plus simplement proposer vos produits en vente, en co-branding justement avec d'autres marchands e-commerce. Voilà, on pourrait rester en parler pendant très très longtemps et de parler de ces différents use cases. L'idée c'est plus de vous donner un peu un overview sur ce qui a été fait là-dessus. Ouais, il y a beaucoup de choses aussi, il y a beaucoup de sujets qui sont tech liés à ça. Oui, voilà. Parce que l'UCP apporte des serveurs MCP pour les devs et pour les agences pour améliorer les connexions, pour pouvoir optimiser, parce que c'est, comme tu disais, je vais mettre un petit peu de détail là-dessus. En soi, l'agentique, c'est un peu clé en main, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est déjà compatible. Mais il y a quand même, en fait, par défaut, ça fonctionne, mais il y a moyen d'être plus performant et cibler bien plus précisément, on va dire les modèles IA, on peut les aider à cibler en détail les best-sellers, les trucs que vous voulez mettre en avant absolument, parce que par défaut ça fait le job mais c'est pas hyper optimisé quoi. Donc il y a un peu tout à faire, mais si vous n'êtes pas ciblé sur le truc, c'est pas... Le meilleur parallèle qu'on peut faire avec ça, c'est tout ce qui est en lien avec le SEO. On parle beaucoup du GIO depuis quelques temps. Voilà, en SEO, si vous voulez avoir un SEO qui va être optimisé, évidemment, il faut bombarder, bien travailler tout ce qui va être les métadonnées, etc. Eh bien, on va dire que l'UCP, c'est juste c'est un peu la même chose. C'est la même chose, mais pour les agents IA. Exactement, pour les agents IA. On ferme ce chapitre pour en ouvrir tout de suite un nouveau. Du coup, on continue avec cette logique IA, avec ce petit héros masqué qu'on utilise beaucoup maintenant au quotidien. De plus en plus, ouais. Qu'on appelle Sidekick. Alors Sidekick est très très populaire, pas que chez les agences, mais les marchands l'utilisent tous les jours. J'ai l'impression, nos clients du moins, moi j'ai l'impression qu'ils se reposent assez dessus. Donc désormais Sidekick est un petit peu plus puissant et permissif parce qu'il va pouvoir aller jeter un œil aux apps partenaires Shopify et faire du setup à votre place. Il va pouvoir accéder à des choses sur lesquelles il était bloqué avant. Pour ne pas les citer, les Judge Me, les Loops, les Klaviyo. Donc ça, c'est hyper puissant parce que jusqu'ici, on était assez bloqué sur des conseils quand il avait atteint ses limites. Il nous conseillait de faire des choses qui n'étaient pas toujours exactes. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, il va être surpuissant. Sidekick va pouvoir gérer le multitasking, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui poser plusieurs questions en même temps. Il va être capable de déléguer des sous-tâches, un peu comme les agents IA aujourd'hui sur Claude, Gemini, etc. Ils font du multitasking, donc ça veut dire qu'ils sont... Là, jusqu'ici, Gemini ne faisait qu'une étape à la fois. On posait une question, il répondait, il déroulait. On ne pouvait pas lui reposer une question, il fallait qu'il ait fini de répondre. Donc, j'ai l'impression qu'ils le mettent un peu au niveau de ce que sont les modèles IA aujourd'hui. Ouais. C'est ce qui pêchait un petit peu. Donc là, on a un agent qui est assez solide. J'ai un bon use case, alors que j'ai utilisé, je sais, Lisa l'a employé aussi il y a pas longtemps. Donc sur les applications, donc qu'elles soient Shopify ou pas Shopify. Sur Shopify Flow, on le sait, il y a différents éléments, des déclencheurs, etc., qui sont préconstruits, préfaits, etc., où c'est assez facile à mettre en place. Et il y a d'autres éléments par lesquels on est obligé de passer justement par la partie API. Et j'ai été assez régulièrement... assez estomaqué sur le fait que avec Sidekick, il ait la capacité justement de créer ce flow-là. Ouais. Il faut le tester. On se rend compte que le truc ne fonctionne pas. On réexplique à du coup Sidekick derrière, voilà le message d'erreur, voilà ce que j'ai rencontré comme problème. Lui donner 2-3 directives sur essaye plutôt de le passer de telle manière, etc. Et Sidekick arrive à se corriger en fait. Il arrive à se corriger, à repartir d'un flow qui était dysfonctionnel à quelque chose qui fonctionne. Mais je sais pas si c'est Sidekick qui fait ça. Je me suis rendu compte, j'ai créé un flow il y a pas si longtemps. Et en fait, quand tu publies le flow, il y a un genre de test qui tourne. Alors je sais pas si c'est Sidekick qui gère ça ou quoi. Mais en fait, ça te fait un run test de ton flow pour voir s'il n'y a pas de soucis, pas de pépins. Et il te dit, sur un modèle, je pense, de test, il te dit ce qu'il en est.
Donc je sais pas si ça va être lié. Il t'envoie le message d'info et en fait c'est ce message que tu renvoies ensuite derrière à Sidekick pour t'aider à recorriger ce truc-là. Ok, d'accord. Mais il est très fort probable que d'ici mais je pense, peu, j'ai cru le lire. Allez, à 90%, je suis sûr. J'ai lu qu'il pouvait lui-même faire des tests et d'après l'input des tests, il pourrait se corriger là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, quoi dire d'autre. J'ai lu aussi qu'il était capable potentiellement de créer du code. Alors je sais pas dans quel contexte, ça je pense que c'est des trucs qui sont pas encore dispo mais qui vont potentiellement arriver par la suite. Il serait capable de générer du code. Alors je sais pas si c'est uniquement dans les flows, parce que dans les flows on peut faire des call API comme tu disais. Ouais. Est-ce que c'est là? Je sais pas trop. Donc à tester quoi. Sur les theme builders, au final, via IA, la génération de sections, c'est aussi en partie ça. C'est au final, ouais, mais ça c'était déjà présent. Alors est-ce qu'ils ont amélioré ça aussi? C'est possible. Pour prendre un peu de recul, dans tous les cas, sur cette edition, on a pu constater qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont présents dessus, qui au final ont déjà été déployés. Donc il y a déjà pas mal de notions dont on va vous parler qui sont déjà présentes sur les stores. Pour autant, il y en a quelques autres qui sont pour l'instant qu'en preview. Mais voilà, en tout cas, Sidekick, sur les grandes évolutions, c'était déjà présent avant cette edition. C'est juste l'annonce publique de tout ce qui est. Voilà, ça baisse un peu la barrière technique pour les marchands. C'est plutôt bien. Ouais, tout à fait. Pour un marchand qui est à l'aise, ça rend la chose encore plus facile. Un autre changement de paradigme aussi, avec une application native de Shopify Inbox. Qui change de mon point de vue complètement de fonction. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, alors ça c'est pareil, c'est en preview pour le moment. D'après la vidéo qu'on a vue, Shopify Inbox, ça serait un peu l'agent. Alors, je sais pas si c'est Sidekick, est-ce que c'est un autre modèle, je sais pas. C'est l'agent IA côté front, côté storefront. Donc, c'est-à-dire que ça, là de la vidéo, c'est un genre de recherche qui s'ouvre. C'est un assistant sur le thème qui est pour les utilisateurs, pour les clients. Shopify Inbox serait capable d'aider à trouver. Donc, il y aura une recherche. Je sais pas bien comment ça va fonctionner en détail, mais ça va aider les clients à trouver ce qu'ils cherchent. Mais voilà, c'est un genre de pour moi, pour l'instant, de ce que j'en vois, c'est une recherche boostée à l'IA. Ouais. À voir ce qu'ils proposent par la suite. Ils ont été un petit peu discrets sur ça. Ils l'ont annoncé sans trop dévoiler tout ce que ça pouvait faire. Mais voilà, ça c'est un énorme point que moi je suis très curieux de voir dans les mois qui viennent. Même si pour l'instant en effet on pousse plutôt les modèles justement de suivi qui peuvent être proposés comme avec un dialogue, comme avec un CRISP. C'est un peu ça, ouais. Pour moi c'était la suite logique de ce qui arrive. On mise tellement sur l'IA côté marchand, etc., que la partie storefront elle est un peu laissée de côté là-dessus. On laisse les protocoles, les agents IA faire des achats pour nous, mais dans le front, quand on est sur le site, c'est vrai que ça manquait d'un agent spécialisé natif, quoi. Voilà. Carrément. Eh bien, on enchaîne si ça te va. Oui. Le prochain sujet pour lequel c'est quand même très intéressant, même si c'est un petit bloc sur les informations, c'est sur l'usage et la connexion justement d'IA un petit peu en externe. Ce qui peut être intéressant, c'est justement que tu puisses toi nous expliquer un petit peu les usages et les fonctions que tu en as. Alors on va se permettre de citer justement des modèles d'IA. On bosse beaucoup avec Claude au niveau de l'agence. J'imagine que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Mais voilà, on va citer Claude pour nous, mais ça marche avec tous les modèles qui existent. Le premier, c'est lié à l'UCP. Ils ont déployé 3 nouveaux MCP. Alors les MCP, c'est un connecteur et une doc qui te permettent d'avoir accès à certains modules sur Shopify. Donc là, c'est un genre de skill pour ton agent qui te permet de créer des choses depuis Claude Code, l'app Claude Code, depuis un terminal, depuis n'importe quoi. Et c'est le pont entre le thème et l'app et le back-office. Donc en fait, si un client est assez à l'aise, il pourrait gérer sa boutique depuis l'application Claude Code avec un MCP Shopify, avec un MCP, etc. Si on est une agence et qu'on crée des apps, on a ces protocoles qui sont ouverts. Donc c'est un peu ouvert à à différents types de personnes, les marchands, les agences ou les développeurs freelance, etc. Donc voilà, ils ouvrent au niveau de la technique, ils ouvrent tous les outils, tous les accès pour les outils.
qui était un peu fermé avant. Donc ça, c'est assez cool. Ils ont optimisé aussi le Shopify Dev MCP. Donc là, je parle technique. Shopify Dev MCP, c'est la doc / accès à ta boutique Shopify depuis le thème, le code. Optimisation de tokens, donc là c'est vraiment technique, etc. J'ai vu que le Shopify CLI s'auto-upgrade tout seul maintenant, les versions mineures. Parce qu'avant, alors c'est un sujet parce qu'avant, si on était sur une version antérieure à la 4.0, là je vais en perdre certains, moi le premier, Julien. On pouvait pas utiliser un protocole qui permet depuis le code de aller chercher, modifier des infos dans le back-office. Par exemple, faire un audit du back-office, sortir tous les clients qui ont certains tags, faire du tri sur les commandes, faire du tri sur les produits, etc. Rajouter un metafield en bulk sur des typologies de produits. Ça, on peut le faire depuis le code maintenant, mais ça dépendait de la version de Shopify CLI. Donc là, ça s'auto-upgrade tout seul, donc c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Customer Account Component, qui n'est pas une nouveauté, mais ils l'ont annoncé, ils ont fait un peu la liste de tout ce qui est arrivé ces derniers mois. Donc ça, pour rappel, le Customer Account Web Component, c'était le petit module de connexion qui affiche votre avatar et qui affiche une petite modale en restant sur la page. Comme ça, plus de navigation vers une page blanche avec le petit encart de connexion au milieu qui fait rediriger vers la page profil, je crois. Ouais. Donc là, on reste sur la même page, on se connecte, on se déconnecte sans bouger de page. Donc ça, c'était très cool. Ouais, tout à fait. Et c'est un truc qu'on a pu tester dès lors que ça a été ouvert. Le premier site dont je me rappelle où on l'a mis en place, c'est celui de Simalp. Ouais. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir le site de Simalp. Et depuis, voilà, pour faire un peu notre instant promo, évidemment, on déploie ce truc-là par défaut sur tous les thèmes pour avoir justement cette logique qui est synchronisée. Et notamment, alors moi je l'utilise beaucoup à titre d'acheteur justement e-commerce et moi c'est directement connecté à mon compte ShopPay. C'est ton compte unifié, ouais. Voilà, c'est le compte unifié. Moi ça m'envoie des petites notifs quand j'ai oublié un truc dans mon panier. C'est vrai que ce point d'entrée unique via, alors je sais pas si c'est par email, mais moi j'ai l'app Shop. Ouais. Du coup, avec cette connexion, ça te montre tout ce que tu as pu. C'est un historique d'achat sur toutes les boutiques où tu t'es connecté avec cet identifiant, les éléments que tu as mis dans ton panier que tu as oublié, ou que, voilà, etc. C'est assez puissant, ça, mine de rien. Ouais, je pense qu'ils n'en parlent pas assez de ce truc-là. Alors, ils en parlent. En fait, c'est assez discret pour donner un petit peu une vue aussi un peu globale, internationale sur ce sujet. On sait que le taux d'adoption de ShopPay en France est plutôt mitigé, en tout cas pas aussi rapide que ce qui a pu se faire. Pour autant, c'est normal. Toutes les nouveautés sortent avant toute chose aux États-Unis, puis ensuite sont déployées en Angleterre. En France, on fait partie des marchés, on va dire secondaires, en tout cas sur le déploiement. ShopPay est beaucoup plus utilisé côté US. Et généralement, ce qui se passe là-bas finit par se déployer un petit peu chez nous. Ouais, mais ça change de paradigme. Il y a quelques temps, ShopPay, c'était juste le bouton violet pas beau qui apparaissait dans le checkout. Maintenant, ShopPay... C'était un moyen de paiement, uniquement. Voilà. Ouais, c'est ça. Là, c'est un moyen de connexion et d'historisation de ton profil, en fait. Unifié. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, je suis dans la team un peu... je reconnais les icônes, je sais avec quoi je paye. Et maintenant, avec cette connexion-là, c'est plus clair. C'est pas juste un moyen de paiement, c'est une connexion unifiée sur tous les Shopify. Et après, tu choisis ton moyen de paiement comme n'importe où, quoi. On se promène un peu entre les sujets. C'est vrai qu'on n'a pas non plus trop parlé de ce qui se passait côté paiement, mais autant enchaîner là-dessus directement. Donc sur Paris, on a eu l'occasion, la chance de rencontrer Rohit, qui est responsable justement de Shopify Payments niveau World. Il a fait le plaisir de venir nous voir à Paris avec quelques partenaires d'agence pour pouvoir justement un petit peu discuter des grands sujets, de voir un petit peu la roadmap de ce qui pourrait se passer justement avec Shopify Payments, qui, on le sait, est un système de paiement qui est plus cher, plus onéreux que ce qui est proposé notamment sur le marché français, où on a des acteurs que ce soit directement des banques, que ce soit des PayPlug ou des Molly, qui ont aussi des prix qui sont excessivement attractifs. Shopify Payments va plus fonctionner sur une logique d'apport de fonctionnalités en se basant vraiment sur
maintenant l'intégration directe de tout ce qui va être les moyens de paiement régionaux, les banques contacts, ce genre de choses. Et il y a aussi un grand sujet autour de tout ça qui était un peu un point de blocage avant, les entités économiques. On a la possibilité maintenant avec Shopify Payment de pouvoir venir associer des comptes bancaires différents sous des devises différentes, etc. pour pouvoir gérer vraiment cette logique d'international de Shopify. En fait, le Shopify Payment a vraiment cette logique d'unification des marchés, des modes de paiement pour tout réussir à centraliser sans que ce soit trop problématique pour les clients. Ouais. Voilà pour la partie payment, pour la petite partie. J'ai vu qu'on pouvait, alors accessoire, maintenant on peut glisser la liste des moyens de paiement qui sont affichés dans ton storefront. Ouais. Quand on passait par, alors pas que Shopify Payment, mais quand vous affichiez dans votre footer la liste des moyens de paiement acceptés, c'était une liste Shopify en dur, on n'a pas la main dessus. Maintenant, vous pouvez mettre ceux que vous voulez en avant dans la liste est modifiable. Donc, je sais que j'ai déjà eu une demande de je ne sais plus quel client qui était un petit peu embêté par ça ou qui voulait en ajouter. Je pense qu'il y aura plus la main dessus. Mais après ça, on pouvait déjà intervenir en utilisant des apps pour permettre de renommer, de repositionner les... Mais c'est beaucoup de custo pour pas grand-chose. Mais là, du coup, tout sera natif. Écoute, je te propose qu'on continue avec mon sujet chouchou, la partie POS, la partie retail. Donc comme vous le savez, on avance beaucoup sur ces sujets retail, sur l'installation de POS. Donc il y a beaucoup des notions de mise à jour qui ont été évoquées, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà déployées, qu'on a déjà avancées. Pour résumer un petit peu la partie POS, il faut se dire que c'est dans tous les cas un grand vecteur justement de croissance pour Shopify. Shopify investit massivement sur les fonctionnalités. La roadmap produit est bien focus aussi sur la partie retail. Mais globalement, alors on avait fait un épisode avec Kenny à ce sujet-là qu'on vous mettra en description pour éviter de faire trop de redites et que vous puissiez y aller si ça vous intéresse. Mais globalement, ce qui se passe sur la partie retail, l'interface a été retravaillée. L'interface a été représentée pour avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide. Les recherches sont beaucoup plus rapides quand vous avez des grands catalogues, etc. Donc lui est un peu plus sympa, mais ça, il vaut mieux avoir directement le côté POS devant les yeux pour le voir. Côté marchand boutique. Alors, tu sais, il y a sur POS la partie boutique et sur la partie front pour le client, on a deux options à date. Soit on a le TPE POS Go Shopify qui est connecté, qui avec affiche et qui remplit le panier, ou alors on peut connecter une deuxième tablette avec ce qu'on appelle la Customer View qui ne montre que certains aspects, le panier qui commence à se remplir et les modes de paiement. Pour l'instant, c'est très très light. J'ai pas vu d'annonce particulière sur le fait qu'ils allaient continuer de le customiser, mais quelque chose me dit que la Customer View, on pourra, en tout cas je l'espère, venir la modifier d'ici pas trop longtemps. Le point qui est très important sur la partie market, sur la partie POS, c'est le retail market. Retail market, c'était un grand frein qu'on avait par le passé. Si vous souhaitiez vendre dans des devises différentes, dans des boutiques différentes, eh bien, il fallait créer un store. Je pense ici très fort aux équipes de Pini Parma, qui, du coup, par le passé, ont été obligés d'ouvrir un nouveau store Shopify pour pouvoir créer le catalogue, créer les prix spécifiques en livres sterling pour la boutique qu'ils ont ouvert en Angleterre. Eh bien, on est en ce moment en train de voir pour tout réunifier maintenant dans le seul et même Shopify. Donc ça, c'est au-delà du retail, mais c'est lié au marché et ça, du coup, ça impacte directement le retail. Donc, si jamais vous avez plusieurs entités économiques, si jamais vous souhaitez vendre en plusieurs devises, c'est désormais natif dans Shopify et c'est assez dingue. Là, c'est accessible déjà. Okay. Donc voilà, et quelques autres informations. Oui, il y a des... Alors, le vrai point qui est super important et sur lequel Shopify, enfin la partie POS n'était pas encore bien mise dessus, c'est la partie OMS, donc gestion de tout ce qui va être au niveau des commandes, gestion des stocks, etc. où globalement il fallait utiliser des solutions. Pour rappel, Stocky est déprécié, j'ai plus la date en tête, mais ça va bientôt s'arrêter. Et du coup le challenge pour Shopify en ce moment, c'est d'essayer de se dire ok, tout ce qui était natif sur Stocky, on va essayer d'en ramener le plus possible dans POS. Donc tout n'est pas encore disponible, mais on le voit déjà apparaître
connaître de plus en plus ces différentes fonctionnalités. J'ai vu sur un store client avoir l'information de stock mini pour réserver justement des stocks pour des logiques de réassort. On a toutes les fonctionnalités du coup de transfert et de bons de commande qui sont disponibles depuis quelques temps, qu'on utilise de plus en plus. Pour l'instant, la création d'un transfert n'est pas disponible depuis POS, donc il faut être connecté sur un back-office de Shopify. Pour autant, un transfert de stock peut être reçu, capté, enregistré depuis la partie POS pour que la personne qui est derrière la caisse puisse en effet récupérer les produits quand il y a un besoin de transfert entre les boutiques. Ok, grosse refonte de gestion. Ouais, grosse refonte de gestion. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, POS pourra être, on vous le souhaite en tout cas, votre meilleur allié pour répondre à la grande majorité des use cases. Pour autant, à date, s'il y a des besoins avancés sur des logiques de gestion d'order, des logiques évidemment de WMS, donc plus de gestion warehouse, etc. Il y a des solutions pour ça, il y a des applications connectées à Shopify pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce propos. Et on peut enchaîner très rapidement sur la partie marketing. Alors ça, de mon point de vue, c'était en preview. Je ne l'ai pas testé. Oui, je crois que c'est annoncé, mais pas encore disponible. Ouais. Et bah vas-y, Julien, si tu veux en parler. Shopify annoncerait des campagnes d'ads pilotées par IA, donc automatisées. Pareil, en fait, c'est toujours dans une logique d'analytics. Ça va créer des campagnes, les analyser. Alors, est-ce que ça va les modifier, les cibler différemment si ça marche moyen? Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé, une campagne pilotée par IA. Ouais, tout à fait. Pour ces sujets-là, de toute façon, on se rapprochera plutôt de nos partenaires sur la partie ads. C'est vrai qu'on n'intervient pas trop sur ces notions, mais voilà. L'objectif pour Shopify, c'est de recentraliser ces différentes notions. Donc en fait, l'idée de proposer de l'IA directement dessus. Il y a du WhatsApp aussi en effet. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Pour retourner à l'intérieur de Shopify, donc il y a très souvent des modifications des notifs sur ce sujet sur Shopify Analytics. Shopify Analytics qui est vraiment une brique de plus en plus intéressante pour comprendre ce qui se passe sur son site, récupérer des dashboards, faire des extracts, etc. On parlait de Sidekick tout à l'heure. Sidekick est votre meilleur allié sur la partie Analytics. Je vous invite toutes et tous à, si vous souhaitez avoir telle métrique, telle information sur votre store, à ouvrir la petite barre de conversation avec Sidekick et de lui poser votre question data. Il est capable de générer des dashboards, de filtrer la connexion, la synergie entre Shopify et Analytics. Et Sidekick est vraiment très folle. Je suis assez fan de son fonctionnement. C'est vrai, je pense qu'il est assez sous-estimé parce que dans le quotidien, sur des tâches simples, sur les modifications ou des demandes sur le back-office pur des objets, des clients, etc. Je pense que les marchands se disent qu'il est très limité parce qu'ils font des demandes assez ciblées. Mais effectivement, sur l'analytics, en fait, ça, c'est très ouvert et c'est des chiffres, quoi. Donc, il n'a pas besoin d'inventer ou de se tromper. Là, il saura dire exactement ou faire, comme dit Ben, des dashboards hyper personnalisés. Donc ça, c'est assez puissant. Ouais, et pour terminer sur la partie analytics, donc il y a la possibilité aussi d'avoir des annotations sur les datas pour avoir un peu plus de contexte, marquer des anomalies, etc. Il y a une vraie analyse qui est faite de vos données pour qu'elles soient exploitables le plus rapidement. Et ça, je ne l'ai pas testé, on l'a vu. Encore une fois, merci Kenny de l'avoir fait remonter. La possibilité de pouvoir définir des KPI cibles. Et du coup, une fois qu'un KPI cible est défini et identifié, de pouvoir générer un flow pour recevoir une notification pour indiquer que telle quantité de vente a été atteinte pour tel produit. Donc ça veut dire que les déclencheurs peut-être vont être plus ouverts. Ouais. Je crois que c'est pas un sujet qu'on relève à chaque podcast, mais quand on parle de Shopify Flow, ce qui est les plus bloquant, c'est les déclencheurs. Qu'est-ce qui va déclencher le flow? Et on est assez limité. Les apps peuvent se connecter maintenant dessus, mais sur Shopify natif, il y a encore des choses que moi j'attends, quoi. Ouais. Ah ouais, ça c'est. Qui viennent jamais. Mais vu que là on parle de KPI cible, à mon avis, il y aura quand même pas mal de. Je pense que ça va ouvrir plus de déclencheurs. Ouais. Ok pour ça, et on peut terminer déjà. Moi j'ai un petit sujet. Je sais pas, je crois qu'on l'a pas abordé. L'A/B testing. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Hyper important. On oublie des fonctionnalités. Ouais. Il y en a. Alors après la partie agentique, je trouve que c'est la partie
la plus importante. J'en ai parlé sur LinkedIn. Je fais comme Simon depuis quelques temps. L'A/B testing devient natif sur Shopify. Et ça, c'est énorme parce que, en fait, d'un point de vue storefront, les A/B testing, c'est très compliqué à avoir un logiciel, une application d'A/B test et de garder des performances, on va dire, acceptables sur un thème. Faut savoir que les A/B tests, ils fonctionnent d'une façon, c'est qu'ils attendent que la page soit chargée et ensuite ils rafraîchissent l'élément qui est en A/B testing. Donc en fait il y a un double chargement de la page et en fait les performances sont ultra dégradées. Donc là le fait d'A/B tester directement via Shopify, ça se fait côté serveur. Et la puissance de serveur, c'est que le chargement c'est en amont au niveau serveur et ça montre ce qui est paramétré de votre côté à ce moment-là. Donc il n'y a pas de ralentissement, il n'y a rien, ça ne va pas causer tous les problèmes qu'on a rencontrés. Et là, je pense à Jolie Mama sur un thème sur lequel on s'est arraché les cheveux parce qu'il y a pas mal d'A/B testing et d'analytics. Et voilà, performance et analytics, c'est toujours un peu... Il faut bien se positionner, quoi. C'est pour ça que le fait de le rendre natif, c'est très très cool. Et je pense surtout à un endroit très précis de votre site web, le checkout. Ouais. Le checkout, on sait, on est bloqué sur le checkout pour pouvoir utiliser d'autres solutions d'A/B test. Ça y est. C'est ouvert. C'est ouvert, donc on va pouvoir avancer très vite, mettre en place justement des A/B tests pour vérifier le libellé, le libellé des bonnes de paiement, les logiques de frais d'expédition. En fait, il y a plein d'usages intéressants qui peuvent être mis en place, voir si faire un upsell produit, enfin énormément de choses qui étaient bloquées initialement sur le checkout. Pour les fans de comparatifs, d'analyse, de tests, franchement, ça va être quelque chose de ça va être assez puissant. Ça, on va se mettre sur le dossier. Et ça se passe sur un onglet qui s'appelle Rollout. Donc, c'est pas besoin d'app. Ça va être un lien, je pense, sur la barre latérale, là, dans Marché ou dans je sais pas où est-ce qu'ils vont le mettre. J'avais vu, mais je me rappelle plus. Donc potentiellement, ça s'appelle Rollout. Voilà, A/B test sans app. Du coup, maintenant, je vais parler d'une app rapidement. SimGym. Alors, on aurait pu en parler avec l'agent IA Storefront. SimGym, c'est une application qui permet d'analyser votre storefront. Il se fait passer pour un utilisateur sur votre store et il se balade, il achète, il voit ce qui pose des problèmes. Il peut vous faire des recos CRO. Ça peut être très très cool. Ça non plus pas testé, mais j'ai vu qu'elle était disponible. On a commencé, alors certaines personnes ont commencé à le tester. Pour l'instant, les résultats qu'on a obtenus étaient relativement passables pour en parler réellement, mais je pense que c'est un peu comme tous les modèles, on le sait, un Sidekick au tout début était vraiment pas dingue du tout. Le modèle continue d'évoluer, donc faut rester vigilant. Je suis curieux de savoir si SimGym va se reposer sur l'agent IA Storefront, justement, qui sera potentiellement proposé aux utilisateurs. Est-ce que ça va être connecté ? Est-ce qu'il va y avoir une synergie entre ces deux ? C'est probable, je pense que l'idée d'unifier la donnée, c'est de pouvoir justement mieux l'exploiter, mieux la traiter. Donc oui, c'est très fort probable qu'il y ait une synergie. Donc voilà. Quelques petits points quand même qu'on n'a pas réussi à ranger dans nos catégories, alors qu'ils sont quand même très très intéressants. Ça, c'est les petites pépites, ce qu'on peut appeler les petites pépites. Moi, celui qui m'a beaucoup plu, c'est la logique des catalogues par canaux de vente. Donc ça rejoint ce que je disais avec le retail market, c'est lié très clairement, mais en fait c'est pas que retail, c'est pour tout. Dès lors qu'il y a un canal de vente qui est mis en place, vous pouvez créer un catalogue. Pour rappel, les catalogues, c'est la possibilité d'exclure des produits, de modifier les prix. Il y a une logique de dynamic pricing qui peut être mise en place aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort. Et également, et là je pense très fort à nos chers amis de chez Muzzu, on a la possibilité désormais de pouvoir définir la disponibilité ou non nativement dans Shopify des variants selon certains canaux de vente. Pour faire la petite explication, chez Muzzu, c'est une boutique où en fait tout est en consigne et vous pouvez aller remplir vos contenants avec des produits ménagers, du shampoing, du savon, etc. Donc quand vous allez en boutique, en fait tout se passe au poids. Donc c'est vraiment un variant qui est
définis selon le poids justement du produit. Là où en ligne, évidemment, vous en doutez, c'est un peu compliqué de faire ça. Et du coup, en ligne, il y a des produits avec des contenants prédéfinis pour que le prix soit identique pour toutes les personnes. Et du coup, historiquement, en termes de gestion, on a en fait 2 produits différents parce que c'est beaucoup plus facile de les gérer comme ça, compte tenu du fait qu'on ne pouvait pas venir scinder les différents éléments. On en parle depuis un moment avec les filles de chez Muzzu. Ça y est, on va pouvoir y aller et on va pouvoir du coup mettre en place cette logique de variance sur les différents marchés. Voilà pour ça. Il y a les métafields, la quantité de métafields qui passe de 25 qu'on peut épingler, 50. oui. C'est vrai, quand on a une boutique qui a quand même pas mal de produits, qui a un catalogue qui est conséquent, on a envie d'avoir, plus on a de produits, plus on veut isoler des informations précises. Donc on peut épingler jusqu'à 50 métafields. Bon, déjà 50 métafields, on est bien. Ça permet aux marchands de s'y retrouver plutôt que d'afficher plus, de c'est paginé, on ne sait pas comment on le retrouve. Bon, il y a une search quand même, mais voilà, épingler à 50, c'est quand même pas mal. Pour nous, les agences aussi. Quand on revient, on fait des allers-retours, il faut retourner sur la bonne page, le retrouver. Ça, c'est cool. Moi, je m'étais noté aussi Customer Account qui a été refondu. Alors, je ne sais pas si c'est la petite refonte qu'ils avaient apportée il y a quelques temps ou si ça va être encore un petit peu refondu. Donc ça, ils l'ont annoncé. Et ils ont aussi annoncé que les sessions durent 365 jours maintenant. Quand on se connecte, on n'est pas déconnecté en fait. Donc ça peut être pas mal si on est un acheteur frénétique d'une boutique. J'ai parlé de Simalp tout à l'heure en cas de test. J'ai toujours ma petite vignette. Donc voilà, petit à vous petit. Êtes très très peu moins déconnecté de ces comptes clients. Voilà. Tout à fait. Et au total, donc c'est plus de 150 news qui ont été présentées. On vous le disait, plusieurs déjà disponibles, d'autres plutôt en preview. Ouais, beaucoup de coming soon. Ouais. Beaucoup de choses axées en développeur preview, donc accessibles sur des stores de dev. Pour tester les nouveautés qui ne sont pas accessibles encore sur tous les stores. Et moi, je vais finir par un regret. Shopify ne parle pas ni d'accessibilité ni de performance. Alors, on sait que l'accessibilité, c'est un énorme sujet, surtout en Europe. Ouais. Tous les marchands doivent se conformer à des règles très strictes maintenant. Ils ont des sacrées amendes, ceux qui se font épingler. Ouais. Moi, je sais qu'il y a certains thèmes qui sont disponibles, qui sont faits par Shopify, plutôt, manquent grandement de standards d'accessibilité. Ils n'en ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé d'optimisation, d'accessibilité ou de performance. Donc ça, ils sont tellement axés sur l'IA et sur l'agent que c'est un peu de côté. Mais voilà, ça c'est... C'est des logiques de priorisation après. Voilà. Oui. Dans tous les cas, si vous avez des sujets sur l'accessibilité, des sujets sur la performance, nous c'est notre sujet. C'est deux notions sur lesquelles on travaille et on est capable d'accompagner les clients pour la mise en conformité et pour s'assurer que justement les sites aillent plus vite. On est assez vigilant là-dessus, parce que ça a été. Voilà, il y a eu une grande annonce il y a quelques mois, comme quoi il fallait se conformer à pas mal de règles et jusqu'ici c'était pas obligatoire, donc peu le faisaient, mais maintenant. Il faut s'y plier. Donc ça, c'est quelque chose sur lesquels on est très vigilant et sur lesquels on adapte tous nos thèmes. Donc voilà. Pour ces deux notions et pour tous les autres points qu'on a évoqués et même ceux qu'on n'a pas évoqués du coup en digest de cette Shopify Editions, vous savez où nous trouver sur le site de Moon, en commentaire directement de cette vidéo, par email, sur le Slack si vous bossez déjà avec nous. Ou à Nantes direct. Voilà. Merci à celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Julien et Ben de chez Moon. Wow. Ciao. Ciao.